Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre Tech Démo du mois de juin, le rendez-vous mensuel des PME pour identifier des solutions numériques. Alors je suis en compagnie de Miguel Moya, qui est architecte de solutions informatiques chez AWS Suisse. Alors tu vas nous présenter comment le cloud et l'intelligence artificielle peuvent accompagner une gestion intelligente des données et optimiser les processus métiers. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat de YouTube et je retranscrirai ces questions avec grand plaisir sur la deuxième partie. Alors, je te laisse la parole. D'accord, et on se réjouit de découvrir tout ça. Merci, bonjour les filles, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter l'intelligence artificielle au service de la gestion des documents d'entreprise. Mon nom, c'est Miguel Moya, je suis Solutions Architect pour la Suisse, chez AWS, et j'ai commencé en janvier 2022. Donc, on parle d'intelligence artificielle pour les documents dans l'entreprise. Donc, on va faire un petit topo d'abord sur les différents types d'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, c'est un outil puissant pour aider à remplacer, on va dire, l'intelligence humaine et à automatiser les tâches, notamment grâce à du machine learning et en construisant des modèles pour automatiser au plus. Et puis, on a développé dernièrement, je veux dire, la communauté, bien sûr, autour de l'intelligence artificielle, a développé des outils allant vers le deep learning pour pouvoir améliorer ces choses-là. Et les derniers exemples que l'on a tous en mémoire et qu'on a l'occasion d'utiliser, c'est l'IA générative avec ChatGPT notamment. Donc, aujourd'hui, on va principalement utiliser ces outils pour la démo que je vais présenter un peu plus tard. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligent document processing dans la gestion des documents intelligentes? Donc, c'est une manière d'extraire les données depuis nos documents. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de documents qui se multiplient partout, de différentes formes, de formes structurées et non structurées. Donc, pour donner un exemple, un document structuré, c'est une facture que nous recevons chaque mois du même fournisseur, comme notre facture d'électricité. Et puis des documents non structurés, c'est tout le reste en fait. Et puis entre deux, il y a les semi-structurés, ceux où en fait on a différents types de factures de différents fournisseurs. Donc on s'attend à avoir des champs dans les documents, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils sont dans le document. Donc ça pose des problématiques lorsqu'on veut commencer en fait à intégrer la donnée et récupérer la donnée qui est dans ces documents pour récupérer la donnée au final pertinente. La donnée pertinente parce qu'on en a besoin pour d'autres applications dans notre entreprise. Donc c'est là tout le challenge. Donc on utilise différentes solutions, différentes technologies. OCR, Optical Character Recognition, qui est connu maintenant depuis près de 20 ans, mais qui récupère le texte des documents ou bien des images. Traitement du langage naturel, donc la manière en fait de pouvoir comprendre le langage qui est contenu dans les documents et de pouvoir l'interpréter et de donner donc du contexte. Et bien sûr, l'apprentissage automatique profond grâce aux réseaux neuronaux qui permettent d'aller dans plus de profondeur dans la compréhension. Donc les challenges dans l'entreprise, lorsqu'on a des documents et qu'on veut les traiter et qu'on veut les digitaliser et qu'on veut en sortir les données pertinentes, on peut avoir à gérer des gros volumes de documents. Ça peut être fastidieux quand on le fait manuellement, source d'erreur et plutôt cher. Et les systèmes traditionnels OCR, en fait, n'extraient seulement que la donnée. Et si les documents changent, on a le problème qu'il faut de nouveau remettre en place tout cela. Donc c'est là où, en fait, des documents restent non structurés et on a du mal, en fait, à en sortir les informations pertinentes. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait réussir à faire, en fait? Ce serait un peu avoir des documents comme cela. Donc là, ce sont des exemples américains. La démo il va avoir une partie sur des documents américains et des documents suisses aussi. Mais là, dans cette présentation, on a des documents structurés et semi-structurés. Et on voit qu'à droite, on arrive à extraire des données qui sont pertinentes, comme le nom, le téléphone, l'adresse. Mais également des éléments un peu plus spécifiques à un métier, ou bien un framework. Là, par exemple, on voit le document SEC10K. Donc, c'est une norme, en fait, par rapport une norme financière, il me semble, par rapport à ce domaine-là. Donc, on arrive à vraiment à comprendre quel type de document on peut avoir. Donc,
IDP, Intelligent Document Processing, permet, on voit à gauche en fait le modèle un peu traditionnel que l'on connaît grâce au système OCR, où tous les documents injectés nécessitent quand même la revue par un opérateur, et avant que les documents soient injectés dans les applications métiers. Bien sûr, on peut avoir certains types de templates pour les documents OCR qui sont attendus, mais il faut toujours les revoir et les regérer. Et à droite, on voit par contre comment est-ce qu'on peut gérer cette problématique avec IDP, dans le sens où on arrive à automatiser 90% et à approuver 90% des documents grâce à cette intelligence artificielle, et laisser 10% aux opérateurs pour que quand même ils fassent une revue, parce que des fois l'indice de confiance n'est pas assez élevé pour pouvoir continuer le flow. Alors il y a trois blocs qui sont importants pour aujourd'hui pour la démo et pour comprendre un peu les technologies ici. Donc un premier service, donc on a chez AWS plus de 250 services, et là je vais en prendre trois. Donc il y a Amazon S3, Simple Storage Services, qui est l'un des premiers services que nous avons lancé il y a plus de 15 ans maintenant. Et c'est un stockage cloud en fait. Et là-dedans, on va donc injecter, on va copier tous les documents dont on a besoin derrière de faire des analyses. Et donc on voit ici qu'il y a différentes sources de données. Ça peut être les smartphones, les centres de scan, et différents documents divers, et même des emails et autres. Et différents types de formats, bien sûr, également. Donc on met tout dans ce bucket, c'est ce qu'on appelle ce seau en verre. Et puis derrière, donc, on a une deuxième brique qui va nous aider dans notre aventure, on va dire. C'est Amazon Textract. Donc lui, en fait, depuis des documents, depuis des images, il arrive à extraire des données brutes, des formulaires, ainsi que des tables. Donc on voit déjà un peu, c'est aller au-delà de l'OCR traditionnel, en fait, puisqu'on arrive déjà à extraire plus de données ici, et sous une certaine forme qui peut être réexploitée plus tard dans le flow des données. Enfin, la troisième brique dont on va parler aujourd'hui et qui est assez importante, c'est Amazon Comprehend. Cet outil qui s'appuie sur des modèles d'intelligence artificielle, permet en fait de contextualiser la donnée. Donc, contextualiser la donnée, ça veut dire on arrive à trouver des données sensibles. Par exemple, pour GDPR, on arrive à très vite trouver le nom, les adresses, les numéros de téléphone dans les documents, parce que Comprehend connaît déjà ce framework, il sait déjà trouver ce genre de données sensibles. Également trouver les entités, ou également des entités spécifiques au métier. Donc ça veut dire qu'il arrive à contextualiser le document et il sait, ok, voilà, c'est relié à ce type de contrat que j'ai défini dans mon business, dans mon entreprise. Donc Comprehend est customisable, mais il vient déjà avec un certain nombre de modèles, mais on peut le customiser davantage. Dans la démo plus tard, je présenterai 2 modèles de Comprehend, dans le domaine médical et dans le domaine des assurances. Alors, c'est la dernière slide, je promets. Donc en fait, c'est juste pour expliquer un peu la démo et reprendre ces 3 services dont on a parlé. Donc on transfère les documents dans ce bucket. Donc ils vont arriver dans cet endroit, donc dans une petite partie du cloud. C'est un environnement qui est bien sûr propriétaire au client, qui est isolé. C'est ce qu'on appelle qui est ségrégué au client. Donc c'est son domaine, même si il est donc sécurisé, et donc le client va donc uploader, charger ces documents. Ensuite, donc, on va utiliser Textract et Comprehend pour classifier et enrichir les données, de sorte à avoir un étiquetage et un dispatch en place pour pouvoir router les documents, en sachant qu'on aimerait qu'il y en ait le plus qui soient automatiquement approuvés, et les autres, bien sûr, qui nécessitent une vérification par un humain, seront transmises aux services compétents. Enfin, donc, une fois les documents approuvés, ils vont vers les applications métiers qui sont utilisées. Donc bien sûr, on peut recevoir en entrée des documents financiers, légaux, ou bien l'application pour un crédit. Et derrière, on peut déclencher des processus dans d'autres départements. Mais une fois qu'on a également ces informations chez nous, on peut également derrière faire usage d'analytiques avancées, ou même
d'IA générative si par exemple on veut pouvoir pousser le cas au plus loin. Alors, je vais juste maintenant passer en mode démo. Donc, je vais venir sur Textract. Alors, je vais juste agrandir un peu plus. Voilà. Donc là, j'ai donc téléchargé un exemple d'une facture de chez banana.ch. Voilà, donc c'est un exemple. Et puis, une fois que j'ai analysé le document, en fait, donc je l'ai chargé. Hein, on peut le refaire juste pour que vous voyez. Donc, je l'ai pris et je l'ai chargé. Et là, en fait, il me montre maintenant les données brutes du document. Donc là, j'ai accès à tous les données brutes, comme un simple OCR, on va dire. Mais j'ai également maintenant accès au formulaire. Donc, il me donne effectivement les différentes zones où il y a le formulaire. Et j'ai aussi, en fait, pu détecter deux tables. Donc, une table ici, et puis une table, la table ici avec les différents produits et les valeurs. Et puis, il y a un petit modèle aussi où on peut poser des questions. Donc là, j'ai paramétré deux questions. J'ai demandé le numéro de facture et le total. Donc, on peut imaginer que, par exemple, on pourrait déjà agrémenter l'ingestion et la reconnaissance des données avec des questions pour aider les opérateurs, par exemple, à trouver les champs qui sont importants s'ils ont une masse de documents qui ont été rentrés dans le système. Voilà, j'avais aussi un autre petit test sur un extrait de compte, par exemple, sans solde, un extrait de compte d'une banque. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on injecte le document. Donc j'ai appuyé sur le document Choose Document, donc je l'ai donc uploadé. Déjà la vision en tout cas. Ensuite, maintenant, j'active les différentes informations que je veux pouvoir capturer dans le document. Donc là, il me dit par exemple, si je veux déjà mettre en place certaines questions. Donc là, je vais dire par exemple, donne-moi la période. Et puis, je vais lui demander également, donne-moi la date pour PostFinance. Alors, ça a marché ce matin, on va voir si ça marche toujours. Bien sûr, parce que là, j'ai une interface en anglais, je pose des questions en français. Et puis, on va voir. Il me semblait que ça avait bien fonctionné ce matin. Alors, on va vérifier. Add query, voilà. Maintenant, je vais appliquer la configuration. Il va donc charger maintenant, il va donc ingérer le document dans S3. Il va donc maintenant faire la détection des données brutes, des formulaires, des tables. Donc là, on voit déjà qu'il arrive à me rendre une table de toutes ces tables, en fait. Potentiellement, je peux même la réexploiter, par exemple, dans Excel. Ça serait intéressant. Je ne sais pas si, par exemple, il y a ce cas de figure pour certaines entreprises. Et puis, au niveau des queries, ici, donc, il a bien détecté ici la période. Hein. Donc, il a réussi, en fait, il y a des modèles intelligents qui, derrière, ont interprété extrait de compte comme une période. Et la date pour PostFinance, eh ben, il me l'a donnée. Elle est là, voilà. Hop, date pour PostFinance, pour la transaction en question. Donc, on voit que ce n'est pas seulement une capture de texte. Il y a un peu plus d'intelligence au-dessus. Il y a des modèles. Ils ne sont pas customisables dans Textract, qui est la partie récupération des données. Deuxième outil, Comprehend. Donc Comprehend, je me suis amusé à récupérer sur Wikipédia la première page à propos de la Suisse. Et j'ai donc chargé le texte et on va voir un peu ce que ça nous donne. Voilà, on va faire un petit jeu, on va regarder ce que nous donne Comprehend. Comprehend, en fait, arrive déjà à localiser des entités. Donc, il dit que ce sont des locations, des lieux, ou bien des organisations, ou bien des quantités. Et puis, il a un indice de confiance. Donc, il est passé à travers tout le document et il a récupéré toutes les données qui ont pour lui un certain type de contexte. Mais pas seulement. Bon, il met en place des phrases clés. OK. Il aura détecté le langage français avec un indice de confiance de 0,99 sur 1. Il aura détecté s'il y a des attributs personnels. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est la partie sentiment. Alors, c'est-à-dire, en fait, on arrive à savoir quel est le... je ne trouve pas le mot en français. Le sentiment, si c'est négatif, positif, neutre, c'est-à-dire l'avis, voilà, plutôt l'avis en fait à propos, quelle est l'orientation du document, s'il est négatif, positif ou bien neutre. Oui, le sentiment oui, l'émotion du document. Ouais.
Oui. J'ai du mal à trouver le mot en français. Trouver. Mais c'est un cas assez intéressant parce qu'on avait un client, par exemple, qui voulait récupérer des informations depuis le web, donc récupérer plein de documents, des articles de presse, par exemple, et pour savoir quel était le sentiment à propos de quelle était son image de marque sur le web. Donc là, ici, on voit que c'est plutôt neutre. Donc Wikipédia est plutôt neutre sur cet exemple-là. Après, j'ai fait un petit test sur un exemple d'une critique positive, voilà, donc sur un livre. Et puis, je l'ai mis dans Comprehend pour voir un peu ce que ça allait me donner, s'il allait quand même être assez honnête. Et puis, l'analyse donc se fait en temps réel. Hein. Donc, il nous a donné, donc il a trouvé qu'il y a une entité de dernière semaine, c'est-à-dire une notion. Et puis, la confiance, le degré de confiance est plutôt positif à 0,99. Puis enfin, pour finir la boucle, juste un effet négatif. Donc j'ai pris un avis négatif pour un hôtel, il me semble, ouais, d'ailleurs. Et puis on va voir un peu ce qu'il nous donne comme avis. Donc celui qui donne l'avis, c'était une propriété super, mais quand même il y avait des petits problèmes, il faisait froid et d'autres petites choses. Alors voyons voir un peu ce que nous dit Comprehend. Donc Comprehend, de la même manière, récupère les entités. Et juste pour voir le sentiment, parce que c'était un peu la partie rigolote ici. Donc, un avis négatif à 0,31%, et mixé, donc à peu près mix, il a un peu du mal à comprendre à 0,68. Voilà. Donc ce sont donc deux briques qu'on utilise maintenant dans toutes les solutions de gestion intelligente des documents. Le principe d'AWS, c'est vraiment on a 250 briques de Lego, avec lesquels on va construire en fait des solutions. Donc là maintenant, je vais maintenant vous montrer je vais faire une petite démo en fait d'un portail que l'on a. Donc c'est en anglais. Je vais essayer de le traduire au mieux et puis également, je pense que tout le monde pourra comprendre un peu l'idée. Donc là, c'est dans le domaine médical. Donc on peut imaginer en fait c'est un portail pour un opérateur qui doit gérer en fait des demandes de remboursement comme on a tous nous quand on envoie nos demandes de remboursement. Enfin en tout cas avant c'était le cas, on devait envoyer tout par papier et tout ça. Maintenant c'est tout digitalisé. Bon, on peut un peu imaginer ce que reçoivent nos assurances comme volume de données et comment ils doivent traiter ces données. Donc là, par exemple, on a pas mal de demandes qui ont déjà été auto-approuvées parce que le workflow a compris qu'il y avait tous les documents qui étaient en place, qu'ils étaient bien validés, que c'était la bonne personne et donc ça pouvait suivre son chemin. Il y en a qui ont été automatiquement rejetés parce qu'il manquait des documents. Et puis il y en a un là qui est en cours. Donc on va regarder le processus. Donc on a eu un ensemble de documents. C'est pour un cas américain, encore une fois, mais on a donc chargé un ensemble de documents. Et puis on voit ici en haut le workflow. Donc là on a capturé les données. On va passer au prochain niveau, qui est la classification des documents. Donc là, on a l'une de nos deux briques de Lego, Comprehend, là, qui a donc fait une analyse, et il a été customisé parce qu'il a reçu un modèle qui comprend en fait le domaine médical. Donc, avec tout ce contexte, il arrive à savoir que les documents qui ont été chargés sont ces types de documents-là. Par exemple, donc une carte d'assurance, explication pour les bénéfices, une transcription médicale d'un docteur certainement, une prescription, donc une ordonnance, et puis aussi une discharge, je ne saurais plus dire, mais bon, voilà, un ensemble de documents en fait qui ont été identifiés. On voit ici qu'il y a des niveaux de confiance, ça veut dire que son analyse et comment il les a classés, il l'a fait avec un niveau de confiance. Et on peut bien sûr dire, ok, je veux abaisser le niveau de confiance ou bien je veux l'augmenter en fonction de mes applications derrière que je dois nourrir avec ces documents. Et puis ici, donc, par exemple, dans ce portail, l'opérateur peut décider de changer le type de document, par exemple, et de forcer la main, par exemple. Donc on va le laisser comme il avait défini. Ensuite, donc, la prochaine étape, c'est là où on fait appel à Textract, cet OCR survitaminé, qui va donc en fait nous donner les informations qu'il peut récupérer dans les différents documents. Donc là, on a vraiment un formulaire, et il va nous dire les cases qui ont été cochées,
il va transcrire les tables qu'il peut trouver. Il y a un ensemble de queries, de questions qui ont déjà été paramétrées pour ce type de document et qui peuvent aider l'opérateur, par exemple. S'il y a une signature qui est là, donc oui, il a trouvé 2 signatures et il a un niveau de confiance en disant c'est une signature à ce niveau-là. Et puis on a encore une fois la donnée vraiment brute si on en a besoin pour des flots descendants. Pareil pour une carte d'assurance maladie. Voilà, c'est un peu la même chose en fait, les données brutes, toujours la même chose. Et puis ici, les bénéfices. Ouais, je regarde juste s'il y a des choses intéressantes, mais voilà, on est toujours dans le même procédé. Voilà. Une fois que tous ces documents, donc, on a maintenant extrait la donnée, hop, j'arrive là-haut, voilà. On a maintenant un résultat sur ce portail web, qui est un portail web qui est juste une démo. Vous pouvez vraiment personnaliser votre portail web. Ce n'est pas un portail web qui vient comme un kit et qui serait en fait que vous pouvez implémenter demain chez vous, par contre. C'est vraiment une démo que nous avons mis en place. C'est pour montrer comment ça peut fonctionner, mais libre à vous de faire le portail web qui vous plaît, quoi. Et donc là, dans ce step 4, donc on a donc maintenant, le métier veut récupérer un certain nombre d'informations très importantes. Voilà, donc il les a définies, comme le nom du patient, la date d'admission, quand est-ce qu'il a pu retourner chez lui, et son ID. Voilà. Et là, c'est là aussi où c'est intéressant, par exemple, avec Comprehend pour le médical. On a Comprehend est couplé en fait avec un dictionnaire médical qui explique en fait les informations qui ont été trouvées dans le document, à quoi est-ce qu'elles correspondent, et par exemple pour un problème d'estomac, à quel niveau de confiance, en fonction des symptômes qui ont été déclarés dans le document, on peut affirmer que c'est un problème d'estomac. Donc là, on voit déjà qu'il y a une aide aussi pour l'opérateur, parce que Comprehend est couplé avec ce framework médical. Il existe autant de frameworks, il existe des frameworks par industrie, donc il faut vraiment que les personnes, les entreprises qui veulent mettre en place ce genre de compréhension de leur contexte vérifient ce qui est disponible. En règle générale, Amazon Comprehend vient déjà en fait avec des frameworks, une customisation, des modèles, et si on veut enrichir avec d'autres modèles, on peut les acheter sur le AWS Marketplace, où on a un ensemble de partenaires ou de tiers qui vont vendre en fait leur expertise parce qu'ils ont eux-mêmes développé leur modèle, ils ont eux-mêmes fait tourner ces modèles sur un ensemble de documents médicaux ou d'une certaine industrie, et ils sont capables ensuite, c'est un petit plugin qu'on vient rajouter sur Comprehend et qui va permettre aux entreprises donc de gagner du temps pour faire ce qu'ils veulent faire en fait lorsqu'ils vont mettre en place la gestion intelligente des documents. OK. Passons au prochain step avec l'enrichissement des données. Donc là, toujours en fait, donc là, il a récupéré les données des identifiants personnels. Il les a donc classés comme identifiants personnels. Et enfin, le dernier step. Donc là, voilà, on a donc passé tous les checks au niveau des documents. Ils sont disponibles et prêts à être envoyés aux applications en aval. Et puis, voilà, toujours le niveau de confiance ici que l'on observe, qui a été défini, et le niveau de confiance qui a été atteint pour chacun des documents. Et donc, on peut donc continuer et envoyer l'application, donc suivre son cours dans nos applications, l'application du malade, pardon, suivre son cours dans les applications métiers de l'entreprise. Donc ça, c'était donc un cas de figure. On en a un autre dans le mortgage, donc c'est-à-dire pour l'obtention d'un prêt. Donc c'est le même procédé ici. C'est donc une demande en fait de prêt où l'intervenant ou le client en fait envoie des documents à sa banque. Et donc en fait on va classer les documents,
on va vérifier. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, c'est américano-américain. Là, hein, donc il y a un extrait de compte. Il y a en fait, ça c'est un document seulement aux États-Unis pour vérifier la validité du preneur d'emprunt. Et donc, c'est le même principe ici, des niveaux de confiance, la classification des données, ensuite l'extraction des données, et puis ça suit son cours avec des identités clés dont on a besoin pour faire la décision et pour aider en fait les opérateurs s'ils doivent prendre une décision. L'enrichissement des données, avec des données particulières dont il faut faire attention, notamment les données personnelles, hein, personally identifiable information, et aussi protected health information, parce que ce sont les deux types d'informations qui sont très importantes quand on gère les données. Donc il faut être au courant. Et la review. Donc, ce qu'il faut dire à propos de cette démo, c'est que au niveau de ces deux cas, ici, on a donc des portails pour des opérateurs pour suivre la gestion des cas. On a aussi une petite démo ici au niveau de la Gen AI. Alors, l'intelligence artificielle généralisée. Générative, c'est ça, rien à voir. Voilà. C'est un peu difficile de... Générative, donc ça génère... qui génère des choses. Donc là, effectivement, on reprend le cas de figure du médical. Donc on voit par exemple ici qu'on a un ensemble de documents. Bon, on a tous un peu joué avec ChatGPT. Hein, donc ChatGPT, lui, il a en fait adressé tout le web. Grosso modo, il a pu crawler, il a pu indexer tout le web. Ici, en fait, avec ce modèle particulier, pour le médical, on arrive à faire de l'extraction, encore une fois, avec Textract ici. On arrive à classifier grâce à des modèles qui ont été utilisés ici. On arrive à classifier le type de document, en sachant ce que c'est comme type de document. Hein. Des notes de docteur, des rapports médicaux et autres. Et on peut également ici avoir une summarisation, donc faire un résumé. Donc pour aider par exemple le docteur qui doit lire tout ce document, et il peut donc faire un résumé par page. C'est un exemple ici aussi c'est un portail web hein, dans lequel on a donc injecté des appels en fait vers des services AWS et vers des modèles derrière pour pouvoir en fait construire ce portail web pour un opérateur tel qu'il est. Donc tout ça marche par ce qu'on appelle API, Application Programmatic Interface. Donc ce sont en fait des ports d'écoute entre les applications qui permettent de transférer les données. Voilà, ça clôt la partie démo. Je reviens juste sur mon petit PowerPoint. Voilà. Alors, non. Ok. Je vais juste repasser en mode. Je m'attendais à être autre part. Voilà. Donc, on a donc revu tout le flow. Donc, en termes d'implémentation, de coûts et de délais, ce que l'on peut dire, c'est que les projets en fait de gestion intelligente des documents dans l'entreprise sont très customisables et très personnels aux entreprises en fait qui veulent le mettre en place. On a bien vu donc ça dépend de l'industrie. Il y a aussi le facteur langue qui est important. Aujourd'hui les démos ont été faites principalement en anglais, aussi un peu en français. Les langues principales sont bien interprétées par la plupart des modèles. Par contre, c'est vrai que s'il y a des spécificités pour des métiers ou pour des langues bien précises, il faut voir les modèles existants et on peut toujours de toute manière enrichir avec des plugins qui sont disponibles sur le marketplace AWS. En termes de temps d'implémentation et de budget, ça dépend encore de ce qu'on veut réussir à faire. Par exemple, si on aimerait récupérer les informations depuis les factures de nos fournisseurs et sous forme de table et les transcrire sous du Excel pour d'autres fins, ou bien pour stocker la donnée et derrière pour faire plus de recherche, c'est un projet qui n'est pas très onéreux en fait, on va dire, qui peut commencer à quelques milliers de francs suisses. Mais si bien sûr il s'agit après de construire tout un
de faire plus de recherches dans les documents, donner plus de contexte et derrière d'appuyer et de... Ça dépend vraiment du projet. Il faut vraiment... donc là, c'est là où on vous invite en fait à rejoindre la communauté chez AWS. Hein. Donc, s'il vous plaît, scannez le QR code. Ça vous donne accès en fait à un échange avec... Enfin, vous pouvez échanger directement avec un expert chez AWS, hein, cette partie-là ici. Donc c'est gratuit, hein, je veux dire, vous pouvez être en contact avec un collègue ou bien moi-même et parler de votre projet, que ce soit dans l'Intelligent Document Processing ou bien autre chose, si vous voulez construire une solution sur AWS ou si vous avez une problématique. Ça vous permet aussi d'avoir un partage d'expérience, tour de table et puis également échanger avec vos pairs, des promotions exclusives, un apprentissage aussi à la demande et puis des invitations aux événements. Et puis là, on pourra vraiment discuter de vos projets s'il y en a, bien sûr, et enfin, certainement même. On aime bien les problèmes et puis on aime bien résoudre les problèmes, on aime bien aider nos clients. Et puis voilà, donc un projet peut prendre aussi peut avoir une différente longueur en termes de temps. On va dire qu'on peut implémenter quelque chose d'intéressant en 2-3 semaines avec un partenaire qui va peut-être, à raison de 5-10 jours homme, si c'est quelque chose de très petit, mais ça peut prendre aussi peut-être 3-6 mois si le projet est plus important. Merci beaucoup, Miguel. Oui, merci. On vous donnera aussi dans le petit mail récapitulatif les coordonnées de Miguel ainsi que la personne, je crois que c'est Blandine qui est responsable de la community AWS. Alors si je comprends bien, vous mettez vraiment tout ce qui est facile d'accès, en tout cas pour entrer dans des projets informatiques avec AWS. Vous avez des partenaires avec qui vous travaillez et puis ensuite donc il y a au niveau des coûts des jours hommes en fonction de la taille du projet et de la complexité du projet. Et puis vous avez aussi mis en place des frais de fonctionnement. J'imagine quand on est chez vous, ensuite on a à prévoir aussi ces frais-là. Comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche, il y a un prix du document ou c'est comme les tokens sur ChatGPT? Ça fonctionne comment? Alors, le modèle chez AWS, c'est un modèle à la consommation. Donc, on paye en fait que ce qu'on consomme. Les services que j'ai montrés aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin d'installer de serveurs, on n'a pas besoin de mettre en place des clusters ou de faire appel à des gens. Ce sont des services qu'on appelle managés. Parce qu'en fait, toute l'infrastructure et toute l'intelligence qui est fournie, elle est fournie et puis vous venez la consommer directement depuis le robinet. Okay, et donc, vous venez consommer et vous payez donc ce que vous consommez. Par contre, c'est vrai que pour l'implémentation, on a besoin de faire appel à des compétences. Donc, soit les entreprises les ont en interne, soit on fait appel à des partenaires. En Suisse romande, il y en a à peu près une dizaine qui sont notamment connus. Et en Suisse, même plus. Mais pour tous les projets AWS, il existe plus de... Je n'ai pas le chiffre exact, en fait, et on pourra peut-être le mettre dans les notes, mais on a certainement plus que 100 ou 200 partenaires en Suisse pour construire des solutions sur AWS. Mais c'est vrai que AWS est la solution pour construire. Alors, on a des solutions tout en un qui arrivent. Il y a aussi, en termes d'intelligence artificielle, on ne travaille pas seulement avec les documents, on travaille aussi par exemple avec la voix, avec la partie conversationnelle, avec les vidéos. Et là, ça, ce sont les blocs en fait fondamentaux sur lesquels en fait on arrive à intégrer ces flux de données, à les comprendre et en extraire encore la donnée pertinente. Hein. Mais il y a également, au-dessus de ça, il y a des intelligences artificielles un peu plus spécialisées, par secteur, par exemple, pour détecter la fraude, ou bien par exemple pour faire des recommandations sur des sites e-commerce. Et là, c'est le même principe. Ça veut dire, en fait, on a un service qui est disponible, un robinet, qui est prêt à être ouvert du côté client. Et puis, on va injecter nos données et puis on va récupérer, en fait, c'est toujours le même principe. On injecte quelque chose et on reçoit, en fait, en retour un résultat que l'on pourra utiliser par nos équipes ou bien par d'autres applications derrière. Justement, c'était une des questions également sur
Les documents, alors effectivement, on a vu des factures, on a vu des choses écrites à la main aussi. Oui. Je me suis demandé quelle était la progression, en tout cas, de reconnaissance d'écriture. Et puis aujourd'hui, on peut aussi mettre des vidéos, mettre du son, des images. Oui. Ça reconnaît tous ces types de documents. Alors, pas ces deux services que j'ai montrés aujourd'hui, d'extract et compréhendre, ce sont d'autres services qui sont là. On a aussi des services pour de la conversation, pour du chat. Donc effectivement, c'est dans la suite des solutions d'intelligence artificielle. Ouais. Alors j'ai plusieurs questions, mais j'en reviens aussi à... tu as mentionné plusieurs fois le marketplace. Oui. J'ai l'impression qu'on peut vraiment aller faire... qu'il y a tout plein de choses dans ce marché. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des modèles de langage, il y a un setup de données qui ont déjà été pré-entraînées, qu'on peut utiliser. Il y a des frameworks pour, typiquement, le médical, pouvoir reproduire la même chose. Enfin, qu'est-ce qu'on trouve, si tu arrives un peu à matérialiser ce qu'on trouve dans cette marketplace ? Alors, c'est vraiment un supermarché, ouais. C'est vrai. Okay. Il y a plein de choses. Il y a plein de rayons, et il y en a pour tous les goûts. Et en fait, c'est vraiment le modèle de chez Amazon qui a été reproduit chez AWS, dans le sens où les partenaires viennent et publient en fait les solutions qu'ils ont déployées en partenariat avec AWS ou qu'ils ont eux-mêmes créées. Et dans le cas précis d'aujourd'hui, effectivement, pour tout ce qui est spécifique aux industries ou bien spécifique à la région, on va trouver là-dessus des modèles sur le marketplace qui pourront en fait venir étoffer et aider, vitaminer, comprendre pour faire cette contextualisation. C'est toujours le même problème que l'on a en fait. Hein. On a des documents qui viennent non structurés et on va amener de la structure. Et c'est vrai que ce sont des problèmes qui sont quand même difficiles, les problèmes de compréhension du langage. On voit que ChatGPT, par exemple, a vraiment fait beaucoup de publicité l'année dernière parce qu'ils ont vraiment passé un step. Mais ce sont quand même des problèmes difficiles, et c'est pour ça qu'il y a une multitude de langages, de modèles qui sont là en fait pour réussir à comprendre la problématique et à expliquer aux machines en fait, à simplifier aux machines la complexité des langages humains, on va dire. Absolument. De l'industrie. Et puis au niveau de cette marketplace, donc vous êtes AWS Suisse. Oui. Ça fait partie du groupe Amazon, si je ne me trompe pas, basé aux États-Unis. Oui. Est-ce que le fait d'être maintenant implémenté sur le territoire suisse, est-ce qu'on a de plus en plus de personnes, ou enfin d'entreprises en tout cas, qui proposent leurs services au sein de ce marketplace, c'est-à-dire d'avoir des données peut-être un peu plus régionales, notamment dans l'industrie, avec les mêmes problématiques ? Est-ce que ça, on voit cette tendance-là ? Oui, alors on a ouvert la région, donc les données maintenant peuvent être hostées en Suisse depuis l'année dernière, depuis novembre 2022. On a ouvert la région de Zurich, qui est l'une des 30 régions mondiales de AWS. Donc les clients qui décident de garder leurs données en Suisse peuvent le faire maintenant et sécuriser en Suisse au niveau de la territorialité. Maintenant, au niveau des partenaires, oui, il y a plein de partenaires de tous les pays. Vraiment, c'est tout ouvert. On a Nexthink qui est une entreprise assez connue en fait, qui est un partenaire technologique suisse et qui est sur le marketplace et qui vend ses solutions. Je les ai pas tous en tête comme ça, c'est pas trop mon secteur, mais effectivement on a beaucoup de partenaires à différents niveaux. La notion de partenaire est très importante chez AWS pour pouvoir relayer et aussi pour pouvoir que les clients trouvent chaussures à leurs pieds en fait. Nous sommes vraiment, c'est vraiment un endroit où on peut créer beaucoup de choses sur AWS, sur le cloud. Il faut maintenant peut-être avoir le bon accompagnement, le bon niveau d'accompagnement, donc on a différents types de partenaires. Au niveau de l'accessibilité de tous ces services AWS, alors il y a les partenaires effectivement qui sont là pour mettre en place finalement le projet. Est-ce que ce sont des projets qui sont accessibles pour tout type d'entreprise, que ce soit de la start-up à la PME de 50 à 250 personnes, et puis après, bon, les grands groupes, on en parle un peu moins, mais est-ce que c'est accessible aujourd'hui ? En termes de coûts ? En termes de coûts, et puis en termes de bénéfices aussi sur... Je pense que toutes les entreprises ont le problème des documents. On a de la donnée partout, partout. On ne sait pas quoi en faire. En fait, des fois même, encore une fois, on voit avec
l'IA générative, en fait, tout ce que ça peut ouvrir comme possibilité. Mais pour faire l'IA générative, on a besoin d'avoir la donnée stockée quelque part. On a besoin de transcrire en fait ce qu'on a sous forme de documents papier ou sous forme d'image ou de texte manuel dans du digital. Et ça, c'est la base pour faire pour faire l'IA générative, par exemple. Et là, on voit que aux USA, par exemple, il y a eu des études qui ont montré que 2/3 des postes, en fait, allaient être 2/3 des emplois aux US allaient être bousculés par cette identité IA générative. De la même manière, c'est 7% de croissance mondiale, en fait, qui est prévue grâce à cela. Donc, on en aura besoin partout. Je pense est-ce que maintenant les entreprises, est-ce que ça va être un différenciateur pour les entreprises d'investir dans telle ou telle chose? Est-ce qu'elles ont des idées? C'est là où nous, on a des programmes en place, et justement avec cette community, où on peut discuter des projets. On a plus de 1 million de clients dans le monde, en fait, cross-industrie, secteur public, mais également commercial, éducationnel. Donc on peut vraiment parler, et nous sommes vraiment friands de parler avec les clients de tout ce qui est en fait problématique, enjeu, comment se différencier et comment avoir des idées. Nous avons aussi des programmes d'idéation où on vient chez les entreprises, où on vient dans les entreprises et on explique par exemple la culture of innovation, inspirée du groupe Amazon, hein, parce que le groupe Amazon est un grand groupe. AWS c'est une des compagnies filles. Mais on vient dans les entreprises et on échange et on aide aussi les entreprises à des fois développer, innover. Donc oui, ça peut être le cas, par exemple, si on ne sait pas trop quoi faire de ces documents et on dit peut-être on a 2-3 idées, il faut prendre contact avec nous, volontiers. Quels sont selon toi les plus grands défis des PME pour mettre en place ce type de projet? Je pense que les PME, de mon humble avis, de ce que j'en connais et de mon interprétation, et je ne suis pas un expert là, mais je pense que les budgets sont nécessairement limités, on va dire. Donc il faut quand même bien choisir son projet et qu'il ait un retour sur investissement assez rapide, on va dire. Je pense que si on peut par exemple couper les processus manuels, les processus d'erreur, peut-être aussi des postes qui sont un peu ennuyeux pour certaines personnes ou peu valorisants, et peut-être pouvoir développer les gens en interne en mettant plus d'automatisation en place, c'est peut-être intéressant. Mais je pense que pour les PME, effectivement, le facteur coût est certainement très intéressant et aussi la scalabilité de la chose. Ouais. Est-ce que la donnée est selon toi encore un enjeu, ou est-ce qu'on va de plus en plus vers une simplification de récolte de données? Je ne sais pas si je peux vraiment m'exprimer comme ça, mais avant de mettre en place finalement un projet AWS, comme tu viens de nous le présenter, il faut beaucoup de données, il faut des documents, il faut commencer à numériser. Alors c'est vrai que, oui, c'est une très bonne question, merci Delphine de le poser, c'est vrai que sous cet angle-là, c'est vrai que la présentation que j'ai faite, et par exemple il y a le cas de Helvetia qui a mis en place IDP, Intelligent Document Processing, donc c'est une grosse entreprise Helvetia. C'est vrai que des fois on dit qu'il faut un certain volume de documents avant de pouvoir vraiment... Voilà, on dit entre 10 000 et 100 000 documents par mois, ça commence vraiment à être intéressant pour un processus. Quoi. Okay. Ça peut être aussi un ordre d'idée, pour être honnête. Alors, je ne sais pas si les PME vont se retrouver dans ce type de choses, mais bien sûr, l'intelligent document processing, c'est une partie de l'intelligence artificielle, on va dire. On a beaucoup d'autres services. Si les entreprises, et toutes les entreprises viennent vers nous avec la même demande, ça veut dire... Nous avons plein de données, nous ne savons pas comment faire, nous aimerions poser des questions à ces données, comment faisons-nous? Et bien là, nous avons des solutions de data lake, par exemple, donc implémenter des data lakes, où en fait, de la même manière, on va tout stocker sur ce fameux bucket, ce Amazon S3, et puis derrière, on a des outils, en fait, pour venir interpréter la donnée, la contextualiser, ce soit donc de la donnée structurée ou non structurée, comme je parlais tout à l'heure de documents structurés et non structurés. On a des données qui sont un peu éparses et un peu différentes aujourd'hui. On les met toutes dans un data lake. Et derrière, la promesse, c'est de pouvoir d'en extraire des informations pertinentes. C'est le même processus. Ici, on parle aujourd'hui de documents, mais c'est vrai que la donnée est partout. Donc je pense que toutes les entreprises ont le même challenge. Il y a un challenge qui se fait ressentir en ce moment, c'est même l'hécatombe. On a beaucoup de cyberattaques. Oui. La presse suisse en parle quotidiennement maintenant.
Je vois que tu as aussi présenté deux exemples, un dans le médical, l'autre dans les prêts. Donc là, on est vraiment dans de la donnée sensible. La question, c'est pas si on va se faire attaquer, mais quand. AWS, je sais que vous avez un discours très rassurant autour de ça. Quel est un peu, toi, ton point de vue sur ce tout cloud où on met toutes les données, justement Alors, dans la sécurité, il y a... Est-ce qu'on a peur que notre donnée soit perdue, attaquée, volée, disclose, enfin volée, et puis disséminée sur les réseaux sociaux? Nous, chez AWS, en fait, il y a plusieurs études qui montrent déjà que la donnée stockée dans les clouds est plus sécure, et plus sécure que dans le data center habituel. Ça, c'est une première chose. Maintenant, pour accéder à la donnée, ce n'est pas le fait de mettre la donnée dans le cloud que ça va la rendre plus publique ou plus privée. Nous avons l'habitude de dire, chez nous, chez AWS, sécurité, c'est job zéro. Ça veut dire qu'on met la sécurité à tous les étages. Et il y a la sécurité du cloud pour laquelle nous sommes responsables, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer dans le data center, nos opérateurs n'ont pas accès à la donnée. Nous avons en place des systèmes d'isolement entre les clients où ça ne peut pas sauter. Mais il y a aussi la sécurité des données des clients. Donc après, c'est la responsabilité des clients de sécuriser leurs données. Et là, nous leur fournissons tous les outils. Ça veut dire qu'ils peuvent encrypter la donnée, ils peuvent sécuriser également leur réseau, ils peuvent mettre en place des systèmes de sécurité comme des firewalls pour protéger. Mais bien sûr, ça demande un accompagnement et ça demande à savoir ce que l'on fait de la même manière que l'on fait, qu'on ne laisse pas la porte de sa maison ouverte. Et ben, c'est la même chose chez AWS. La sécurité du cloud, la sécurité dans le cloud, qui est responsabilité également du client. Et pour lesquels donc ils sont accompagnés par les partenaires et par nous-mêmes. Nous fournissons des ensembles de guides en fait à suivre pour pouvoir bien protéger ces données et pour pouvoir être sûr que les business ne sont pas vulnérables, on va dire. Nous avons des white papers par rapport au ransomware, qui est la plus gros type d'attaque, par exemple. Et puis les bonnes pratiques à mettre en place, avec un accompagnement par des solutions architectes, comme moi et mes pairs. Je reviens tout juste. J'ai quelques questions, mais comme après on repartira un peu plus en détail sur l'outil. La dernière, ce serait d'ordre un peu plus général pour la mise en place. Quelles sont les compétences en interne qui travaillent en fait avec les partenaires AWS pour installer ces solutions? Une bonne connaissance du métier. Ok, pas d'informaticien. Technique, non. Pas de technique. Ok. On va dire non, parce qu'il faut vraiment aborder le problème plutôt métier. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis après, le partenaire aussi qui doit agir sur le projet doit comprendre un peu le métier, certainement, pour pouvoir le traduire. Mais derrière, ils ont la capacité pour construire les solutions. Pour mettre en place vos solutions. Ok. Alors, on a une question qui est vraiment un peu plus orientée sur l'outil. Est-ce qu'un compte peut être partagé avec plusieurs opérateurs? Est-ce que le service peut historiser les différentes interventions des opérateurs? Alors, dans AWS, on a un système d'audit, en fait, que chaque action qui a été faite en fait, sur la console, comme moi j'ai fait, est historisée quelque part. Donc on a des outils pour savoir qui a fait quoi, quand, comment. Déjà, ça c'est pour la partie historique. La première partie de la question, c'était... Est-ce qu'un compte peut être partagé avec plusieurs opérateurs? Alors là, dans la démo, en fait, je simulais un opérateur dans une compagnie d'assurance, mais c'était vraiment une démo. Alors bien sûr, il n'y a pas de différents profils, mais on pourrait imaginer que l'application web, telle qu'elle a été présentée, pourrait avoir un login, password pour entrer déjà dedans. Ouais. Là, on l'a pas mis en place, mais on pourrait avoir un compte pour Miguel, un compte pour Delphine. Et comme ça, en fait, chacun aurait une vue différente en fait, des différents documents à traiter. Si j'ai bien compris, avec les solutions AWS, on peut tout faire. Ouais, Lego. Lego. Rien n'est... En fait, on fournit des Lego, ouais, c'est exactement ça. Du coup, ça complexifie aussi peut-être la mise en place. Ou alors on achète on s'appuie sur des modèles déjà existants. Il y a un peu
pour tout. Il y a un peu pour tous les goûts, on va dire. On a beaucoup de ce qu'on appelle de blueprint ou d'architecture de référence qui sont très rapidement mises en place. Et puis surtout, il faut comprendre que dans le cloud et chez AWS, tout est installable par script, par automatisation. Donc on fournit déjà pour les pièces centrales, en fait, on peut déjà créer pas mal de choses en téléchargeant des simples scripts qui vont installer ces choses-là. Ce sont donc des scripts validés qui sont téléchargeables sur nos serveurs web. Donc c'est pas ouvert à n'importe qui, ça n'a pas été modifié, on va pas inspecter les gens ou autres, mais c'est ce qu'on appelle infrastructure as a code pour créer ces blocs. Et puis derrière, on peut aussi c'est une complexité, bien sûr, si on veut acquérir la compétence. Je pense qu'après, ça dépend des compétences dans les entreprises. Ouais. Tu parlais aussi d'indice de confiance. Oui. Comment ça fonctionne Il y a une sauce magique. Ouais. Alors, disons que l'indice de confiance, on peut le customiser, ça veut dire on peut décider de dire ok, j'accepte d'avoir un seuil plus bas pour accepter le document, mais de manière générale, ça c'est Amazon Comprehend, il va recevoir des documents et il va dire ok, ça c'est une facture, ça c'est un rapport de docteur, parce qu'il a été entraîné avec des modèles pour comprendre quel type de document. Et il a aussi eu le contexte. Voilà comment ça marche. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, oui, mais du coup, l'intervention humaine, en fait, sur ces indices de confiance, alors, on peut mixer les deux, c'est-à-dire... Alors, dans la démo, l'indice de confiance permet en fait de router le document, de dire, OK, si je n'ai pas un bon indice de confiance, je ne veux pas qu'il continue sur le flow, sur le workflow. Je veux l'envoyer à un opérateur pour qu'il dise, est-ce que c'est vraiment... une facture, ou bien est-ce que c'est vraiment une carte d'identité ou autre, ou est-ce que j'ai un doute sur la signature. Donc c'est vraiment pour le sortir de la chaîne automatique, c'est le mécanisme pour le sortir de la chaîne automatique et pour le donner à un opérateur. C'est vrai qu'on observe, je fais le parallèle avec ChatGPT, c'est dans certains domaines, il faut des experts métiers, ce que tu disais pour la mise en place, pour savoir si la machine, en fait, te donne des données justes ou fausses. C'est très juste. Ouais. Donc cet indice, elle évolue en fonction de l'œil de l'expert, on va dire, par le métier. C'est vrai, et on observe cela, par exemple, dans les projets, j'ai quelques clients qui... En fait, on a beaucoup de demandes sur l'IA générative, parce que on voit que dans tous les secteurs, en fait, c'est vraiment les gens ont vu la possibilité qui était offerte par l'outil. Et notre approche, nous, chez AWS, c'est de fournir plein de modèles. Tous les modèles sont disponibles. Donc pas seulement que ChatGPT, en fait, mais on a plein de modèles open source ou bien privés. Et donc, des modèles de traitement du langage. Voilà, modèle de traitement du langage, et de sorte que l'on peut que l'on peut résoudre ces problèmes d'IA générative. Et voilà, moi je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça te reviendra. Et selon toi, quels sont les domaines d'activité en Suisse qui seraient le plus touchés par l'arrivée en fait, de cette technologie d'intelligence artificielle générative ? Tout le monde. Franchement, tout le monde. Franchement, tout le monde. Là, je suis par exemple, je travaille pour un chimiste, par exemple, qui a besoin de pouvoir peut-être créer de nouvelles molécules. Donc, dans le design, dans la création de nouveaux produits, dans l'explication de larges corpus de documentation. J'ai beaucoup de documentation et j'ai du mal à trouver l'information. Ça peut être une idée. On a aussi d'autres outils avant ça qui permettent de le faire, mais l'IA générative le fait très bien également. Tout ce qui est effectivement conversation aussi. Donc là, je veux avoir de l'aide en temps réel sur les sites e-commerce, par exemple, sur les sites de vente, ou bien avec des call centers. On a vraiment ces cas de figure. On en a vraiment, et puis c'est la créativité de nos clients également, quoi. Parce que les gens viennent avec des problèmes et on pense à des choses, par exemple, encore une fois dans un large corpus d'informations, est-ce qu'il
ou bien dans une offre de produits, est-ce qu'il manquerait, par exemple, dans le panel de produits, est-ce qu'il y aurait un secteur qui n'aurait pas été adressé? Tu vois, donc il y a vraiment des clients qui viennent avec des problèmes assez cossus. Et c'est vrai que c'était ça que je voulais dire avant, en fait, je crois. Il faut avoir effectivement l'œil de l'expert, l'œil du métier. Ça, le métier, on ne peut pas le remplacer, nous. C'est vraiment le métier qui va même après s'adresser à cette intelligence et qui va poser les bonnes questions sous le bon angle pour avoir aussi la bonne réponse. C'est comme un peu au début de Google, quoi. Avec les requêtes, on appelle ça des prompts aujourd'hui. Ouais. Mais à l'époque, moi je me souviens, j'étais très fort. Enfin, moi je commençais dans un support technique et j'étais très fort parce que je savais bien poser des questions à Google. Peut-être que mes clients que j'ai aidés à l'époque n'avaient pas la bonne capacité à poser des questions à Google. Donc c'était un peu la manière de poser des questions qui permettait de trouver le problème, de trouver la solution au problème. Je me sens plus confortable avec ChatGPT. Oui, tout à fait. C'est vrai, il est plus... Il est plus sympa ou ouais, on est très poli d'ailleurs, c'est drôle. Hein. Comme moi-même, je suis très poli avec lui. Quels sont un petit peu les travaux, enfin si tu peux en parler, les travaux en cours dans l'IA générative ou on va dire le traitement de documents? Est-ce qu'il y a des évolutions qu'on attend ou est-ce qu'il y aurait aussi, selon toi, qu'est-ce qui ferait changer de niveau ces applications de gestion de documents? Alors, dans l'IA générative, clairement, en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que les entreprises qui veulent l'utiliser doivent s'assurer qu'en fait leurs données ne sont pas publiques. Okay. Nous, chez AWS, on pris par exemple la stratégie d'offrir une plateforme où les clients peuvent amener leurs données sur la plateforme et choisir le modèle qu'ils veulent sur ces données, de sorte que les résultats des modèles et des analyses restent dans un environnement qui contrôle. Donc c'est ce qu'on appelle un environnement isolé. Et le résultat de ces entraînements ne vont pas retourner au modèle pour l'améliorer, le modèle qu'ils auront choisi. Donc c'est vraiment un univers cloisonné. Ça pour pour des raisons de sécurité, d'intelligence, je veux dire, d'IP, d'intellectual property et autres. Propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle. Et donc c'est pas le modèle qui vient, c'est pas les données qui vont au modèle, c'est le modèle qui vient à nos données. Donc on l'amène et on fait notre petite expérience dans notre bac à sable où on arrive à sortir les informations qui sont nécessaires pour nous dans notre bac à sable, mais personne ne voit ce qui se passe. Et puis... Est-ce qu'à l'intérieur de ce bac à sable, il y a quand même toujours de l'apprentissage? Parce que si on reste trop isolé ensuite... Okay. Parce que les modèles qu'on amène, c'est ce qu'on appelle des modèles fondamentaux. Donc ils sont plus l'intelligence artificielle, c'est toujours basé sur des modèles que l'on a entraînés. Mais les modèles maintenant qui viennent avec l'IA générative sont des modèles fondamentaux, dans le sens où ils ont été entraînés sur tellement de paramètres qui peuvent maintenant répondre à pas mal de problèmes que l'on a. Et une fois qu'on a amené ce modèle dans ce bac à sable ou dans cet environnement protégé pour nous, on peut maintenant amener une collection de nos données en face de ce modèle et entraîner le modèle, l'affiner pour qu'il réponde vraiment à notre problématique industrielle ou bien locale ou bien régionale. Donc c'est ça en fait vraiment l'idée de cette IA générative. Donc ça c'est en cours. Alors ça, il y a un service qui s'appelle Amazon Bedrock, qu'on espère qu'il va sortir dans les prochaines semaines ou prochains mois, qui sera donc cette plateforme. Il y a d'autres annonces qui ont été faites également, parce que chez AWS, nous sommes aussi producteurs de microprocesseurs. Okay. Donc nous développons nous-mêmes nos propres microprocesseurs, qui sont 50% plus efficaces que la compétition, qui est très connue et qui tourne un peu partout dans tous les laptops et autres. Donc ça veut dire qu'à l'échelle d'un data center, c'est énormément d'énergie qui est donc sauvegardée, parce que c'est le microprocesseur qui utilise le plus d'énergie, et en sachant que tout ce qui est intelligence artificielle est très gourmand en énergie. Oui. Et ce que l'on demande comme énergie, ce que l'on demande en temps processeur, derrière, c'est aussi ce que l'on paye. Donc je crois qu'on arrive un peu à boucler la boucle. Environnement, énergie, coût, efficience.
Chez AWS, on est très bien placé dans tout ce qui est intelligence artificielle. On fait ça depuis plus de 20 ans, hein, tout ce qui est machine learning avec Amazon.com. Dans nos centres de distribution, il y a des robots, il y a tout ce qui est parcours en fait est donc calculé par intelligence artificielle. Les recommandations sur le site web, c'est l'intelligence artificielle. Donc cette expérience est très profonde et nous continuons et nous avons toujours été aidants sur ce sujet-là. Et donc et nous continuons et nous sommes juste passionnés et on voit beaucoup de buzz autour de ça et c'est super. Magnifique. Merci infiniment, Miguel. Merci Delphine pour votre accueil. Avec plaisir. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cette tech démo. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles et ont pu répondre à certaines de vos questions. On vous enverra un email avec un petit questionnaire ainsi que les coordonnées de Miguel. Et puis on vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Au revoir.